La Méditerranée, passage obligé des migrants en quête d'Europe. Nous le verrons d'abord en Croatie où des volontaires leur viennent en aide pour ceux qui ont réussi à traverser la mer sains et saufs. Autre point de passage important, la Sicile que tentent de rallier de nombreux Tunisiens. Mais les gardes-frontières italiens veillent. En Italie, la pizza de tradition est en danger et ce sont les Égyptiens qui pourraient sauver ce plat national. Notre séquence mémoire enfin nous emmène à Séville où les cigarières ont longtemps lutté pour conserver leur gagne-pain. Bienvenue dans Méditerranéen. À Zagreb, de nombreux migrants qui transitent par la capitale croate fréquentent un lieu devenu emblématique, la boutique Are You Serious. Ouvert lors du pic de la crise des migrants syriens en 2015, ils y reçoivent une aide matérielle et psychologique. Cet accueil provisoire au départ est devenu durable. 200 volontaires se relaient désormais pour assister les réfugiés de passage. Discrètement, il se faufile entre les allées de ce restaurant chic de Zagreb. 2 mois déjà que Rasoul Korbani, jeune Afghan de 27 ans, travaille ici. Ce n'est pas vraiment le boulot que je voulais faire, mais pour le moment, je n'ai pas le choix. Je veux juste me sentir utile. Si Rasoul est un peu amer, c'est parce que du fond de ce sous-sol d'un restaurant croate, ses études d'informatique lui semblent soudainement bien loin. De nationalité afghane mais établi en Iran, il a quitté ce pays où il se sentait discriminé, dit-il. Ce travail d'employé de cuisine lui permet de gagner un peu plus de 600 € par mois. Pas mirobolant, mais de quoi s'assumer. Employer un demandeur d'asile, du gagnant-gagnant selon le chef. C'est un gars calme qui travaille bien et écoute ce qu'on lui dit. Il apprend le croate ici aussi, et puis ça nous aide de l'avoir ici avec nous, ça nous permet de pratiquer notre anglais, de le parler à nouveau. Dans les cuisines de ce restaurant huppé, 2 autres réfugiés officient. Ce travail, un sacré coup de pouce, comme une promesse d'intégration en Croatie. Et pourtant, Rasoul a l'impression que le plus gros reste à faire. En plus du travail, il faut décrocher le statut de réfugié et là-dessus, il ne se fait pas trop d'illusions. C'est vraiment dur d'avoir une réponse positive à une demande d'asile ici. Surtout pour les hommes afghans. Autour de moi, je vois que tous mes amis ont essuyé des refus. C'est dur. J'ai envie d'avoir des projets de vie. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend, ce qu'on va décider pour toi. C'est dingue. Les autorités croates considèrent l'Afghanistan comme étant un pays sûr. La demande d'asile de Rasoul a très peu de chances d'aboutir. En attendant, il a trouvé une oreille attentive dans les locaux de cette association basée à Zagreb. Are You Serious est une ONG croate qui s'est créée au plus fort de la crise des réfugiés en 2015. De provisoire, la structure est devenue un projet à long terme. 2 salariés, 200 bénévoles et ce souci de répondre à chacun de façon très personnalisée. L'ambiance est amicale ici, pas comme dans d'autres administrations où tout est formel. On peut venir et partir quand on le souhaite, prendre un café ou un thé. C'est un endroit sympa. Les gens nous font confiance parce qu'on est proche d'eux. On fait en sorte de ne jamais porter de vêtements avec des logos de l'association, par exemple. On sait que nous ne sommes pas dans la même situation. Eux sont des demandeurs d'asile et pas nous. On ne peut pas ignorer cette réalité, mais on peut faire en sorte d'essayer de gommer ces différences et ces frontières. C'est peut-être pour ça que les gens viennent vers nous.
Ici, les migrants trouvent aussi de quoi répondre aux besoins les plus immédiats, comme l'habillement par exemple. Là, on a nos volontaires. Ils viennent de 13h à 16h. Et là, on a des jeunes filles qui choisissent des vêtements. Il y a des vestes, des chaussures. Un espace aménagé comme une boutique de vêtements traditionnels, un choix assumé. Il faut que les gens se sentent bien, qu'ils puissent choisir, essayer si ça leur va. Il faut qu'ils soient libres de choisir leurs vêtements. Les vêtements sont aussi un élément de dignité, d'identité. Si j'étais à leur place et qu'il ne me restait que mes vêtements, je préférerais encore garder ma veste mouillée que de prendre quelque chose qu'on me donnerait et qui ne serait pas à ma taille. De façon spontanée, des Croates se présentent dans les locaux d'Aru Sirius. Comme cette sœur par exemple qui ce jour-là est venue offrir des bons alimentaires. Une évidence pour elle. Moi-même, j'étais réfugiée dans la guerre il y a 25 ans et je sais ce que c'est dépendre de cadeaux de l'autre. Alors, pour une fois, si on peut donner un petit rien, ne serait-ce que par nos amis et notre communauté, on est heureuse. Voilà. Et ce n'est pas, j'allais dire, vous savez, ce n'est même pas un don, c'est un devoir. Cette solidarité, du baume au cœur pour les membres de l'association. Dans le pays, ils n'ont pas que des amis. Cette brique, lancée sur leur van, en atteste. Ça a été lancé par quelqu'un il y a un mois environ. On ne sait pas qui a fait ça exactement. La seule explication qu'on trouve à cet acte, c'est qu'il ne devait pas franchement apprécier nos actions avec les réfugiés. La société croate n'est pas habituée à se mêler à des personnes qui viennent de loin. Avec cette vague de migrants, c'est la première fois qu'on assiste à une expérience de ce type. Cette brique, Asia la garde en souvenir pour se donner de la motivation, dit-elle. Depuis l'afflux de réfugiés en Europe de 2015, plus de 800 000 migrants ont traversé la Croatie. Seuls 700 d'entre eux y vivent désormais. La majorité des demandeurs d'asile est hébergée dans cet ancien hôtel vieillissant de la périphérie de Zagreb. Un endroit sinistre selon les dires d'Asia. Autant qu'elle le peut, elle tente d'éloigner les familles avec enfants d'ici. Cette mère de famille, dont le mari est porté disparu en Irak, a trouvé un appartement il y a 2 semaines grâce à son intervention. Voilà la cuisine. Voilà le salon. Et je dors là avec mes 2 enfants. Asia et son association nous ont beaucoup aidés lors du déménagement. Ils nous ont fourni des meubles, car en arrivant, il n'y avait absolument rien. Ici, je me sens chez moi. Ma demande d'asile a abouti, mes enfants vont donc étudier ici. Notre avenir est désormais en Croatie. Et tout ira pour le mieux maintenant. Aujourd'hui encore, la Croatie continue d'être un pays de transit pour des migrants en quête d'Europe. Qu'ils soient de passage ou demandeurs d'asile, les portes d'Aru Sirius leur restent grandes ouvertes. La Sicile est la côte européenne la plus proche de la Tunisie. Les migrants de ce pays tentent donc d'entrer en Italie via cette île. Une traversée courte mais souvent périlleuse, les gardes-côtes européens, en plus de surveiller la frontière, leur viennent donc souvent en aide, avant de renvoyer la plupart d'entre eux vers leur point de départ, car ils sont considérés comme des réfugiés économiques. Le navire de Frontex patrouille en pleine Méditerranée depuis 2 jours déjà. Sur la passerelle, c'est l'effervescence. Nous avons une embarcation pleine de gens. À peine visible au loin, une barque minuscule, surchargée, à l'arrêt et qui prend l'eau. Nous embarquons sur le hors-bord avec l'équipe d'intervention. À notre arrivée, les migrants se savent sauvés. Leur esquif était sur le point de sombrer. Moteur cassé, ils étaient à la dérive en pleine mer. Pendant que les militaires les remorquent avec prudence, nous essayons d'en savoir plus sur leur parcours.
De quel port êtes-vous parti? Non, Sfax, ok. Sfax, d'accord. Tous sont tunisiens. Ils ont passé plus de 24 heures entassés sur cette barque. Ils sont trempés, frigorifiés. Ils souffrent du mal de mer. Certains sont déshydratés. Ils ont besoin de premiers soins. On a commencé à faire le tri entre les personnes qui sont en bonne santé et les malades. Donc on les identifie, on leur demande leurs origines, leur âge. Sur le pont, ils sont à présent une soixantaine de migrants recueillis au cours de sauvetages successifs. Chacun a dû payer 1 000 € à un passeur. L'un d'entre eux a vécu 10 ans en France avant d'être expulsé. C'est donc un visage caché qu'il raconte sa traversée. Un bateau, il y a l'eau qui rentre, moteur qui ne marche pas bien, on ne sait pas où on va aller et on est dans la mer. Et heureusement, il y a vous, sinon on est tous morts. Pour certains Français, la façon dont vous avez pris le bateau, etc., ça fait de vous un potentiel terroriste. On n'a rien à voir avec ces trucs de terroristes. On n'est pas des méchants, on est des gens normaux. On est là pour travailler, pour gagner. Les gens, ils ne trouvent pas à manger là-bas. Ils viennent ici pour faire la vie, c'est tout. Ces Tunisiens sont des migrants économiques. Certains en sont à leur 2e ou 3e tentative pour arriver en Europe. Le navire qui les a sauvés est un bateau de la marine portugaise affrété par Frontex, les gardes-côtes européens. Il croise entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa. Nouvelle alerte. Un avion qui survole la zone vient de repérer un autre bateau de pêche. Il est plus gros que le précédent. À son bord, une cinquantaine de personnes. Cette fois au milieu des hommes, 2 adolescentes et une femme. Elles sont épuisées, affolées, prises en charge par l'équipe médicale. Elles sont très secouées, oui. C'est sûrement la première fois qu'elles prenaient la mer. C'est une situation qui les stresse beaucoup. Sous cette tente, elles sont mises à l'écart des hommes. Une mère et ses 2 filles, en route vers la France. La France me plaît beaucoup. Là-bas, le niveau scolaire est bon. J'aimerais beaucoup vivre en France le plus longtemps possible. C'est mon rêve, faire des études pour choisir un bon métier. Sous l'escorte des gardes-côtes, le navire militaire entre dans un port de Sicile. Les migrants tunisiens débarquent enfin. Ils sont confiés aux autorités italiennes. Depuis le début de l'année, seul un Tunisien sur 4, arrivé illégalement, a été renvoyé dans son pays. En Italie, le métier de pizzaiole n'attire plus et la qualité du plat national s'en ressent. Face aux Italiens qui boudent ce métier, de nouveaux venus comptent bien s'imposer. Ils sont égyptiens et héritiers d'un savoir-faire millénaire. Au royaume de la pizza, un danger guetterait. Touristes et Italiens raffolent toujours autant du plat national. Mais côté qualité, on dit qu'elle ne serait plus aussi appétissante. On va aller acheter une pizza au hasard. En plein centre de Rome, nous suivons Enzo Prete. À la tête d'une association de pizzaiolos, il va faire un test à l'aveugle. Ça, c'est une pizza romaine. Allez, on va aller la goûter sur un banc. Une pizza achetée au hasard sur une des places les plus touristiques de la capitale et un constat sans appel. Il suffit d'ouvrir la boîte pour se rendre compte que cette pizza ne remplit pas nos critères. Pour faire une vraie pizza margherita, il faut des tomates pelées. Il faut aussi de l'huile d'olive. Là, il n'y en a pas. Je trouve que cette pizza laisse à désirer. Ironie de l'histoire, sur le carton de la pizza, ce slogan « Excellence italienne ». Des abus pris très au sérieux, au point d'agiter les rangs du Sénat. Aujourd'hui, Enzo Prete a rendez-vous avec Pietro Iurlaro, un sénateur. Ensemble, ils préparent un projet de loi pour encadrer la fabrication de la pizza.
Notre seul but, c'est d'offrir aussi bien à l'Italien, aux touristes qu'aux visiteurs, une pizza digne, comme celle-ci. Le projet de loi prévoit la mise en place de cours de formation. Il s'agit de donner une certification d'origine contrôlée aux pizzaiolos. Obliger les futurs pizzaiolos à suivre des cours. Aujourd'hui, cette profession est de plus en plus boudée par les Italiens. Dans cette pizzeria de la banlieue de Milan, pas un seul Italien parmi les employés. Lui est marocain et elle vient de Roumanie. Les patrons, eux, sont égyptiens. Hassan Badawi a quitté l'Égypte en 1973, en pleine guerre du Kippour, pour ne pas avoir à combattre, dit-il. Son frère Mohamed et lui enchaînent les petits boulots dans les restaurants jusqu'à amasser suffisamment d'argent pour acheter le leur. À Milan aujourd'hui, une pizzeria sur 3 est tenue par un étranger. La plupart sont égyptiens, logique pour Hassan. La base de la pizza vient d'Égypte. C'est égyptien. Ça date de l'époque des Romains. Ils avaient vu notre savoir-faire et nous ont imités. Ici, la pizza phare, c'est celle-ci. La pizza dite égyptienne, avec falafel et sauce au sésame. Il y a plein de pizzerias près de chez moi, mais je viens toujours ici. C'est différent au niveau du goût. Je conseille vraiment. Au pays de la pizza, certains Égyptiens excellent. Voici Giorgio Nazir. Une âme de gamin et la cuisine comme terrain de jeu. Le métier de pizzaiolo, il y était prédestiné. Mon père était pizzaiolo, il m'a enseigné ce métier comme si c'était un jeu. Il m'a donné carte blanche. Quand mes amis allaient danser le samedi soir, eh bien moi je passais mes soirées ici. Au début, c'était dur de se dire qu'ils allaient s'amuser sans moi. En fait, la pizza à l'époque, ce n'était qu'une passion pour moi. Mais aujourd'hui, c'est une maladie, une obsession. À 27 ans, le jeune homme collectionne les distinctions. Cette coupe-là, je l'ai remportée dans la catégorie pizza grande taille. Je suis arrivée 2e. Et l'autre coupe à droite, c'était pour la pizza freestyle. Mais ma préférée, c'est celle-ci. C'était au Mondial de Parme cette année. C'était devant plus de 800 personnes venant de 33 pays. Faire partie des grands noms de la pizza, un succès à la saveur particulière pour cet Italo-égyptien. Je sais combien mes parents ont souffert. En arrivant de l'étranger, mes parents ont commencé en faisant la plonge. Ils lavaient les cuisines et les assiettes. Mais malgré tout, ils ont réussi. Ils sont devenus des professionnels de la pizza et même des champions au niveau international. Alors si eux ont réussi dans ces conditions à gagner une 20aine de coupes, j'espère que Dieu me donnera la force d'en gagner une 100aine. Aujourd'hui, le talent de Giorgio Nazir s'arrache. À Milan, capitale de la mode, à quelques encablures des grandes boutiques de luxe du centre-ville, ce restaurant chic. En semaine, c'est désormais ici que Giorgio officie. C'est vraiment un artiste. Il y a des personnes qui viennent spécialement pour lui ici, parce qu'il a gagné des compétitions. Son nom est connu, on a tout un cercle de connaisseurs qui viennent chez nous parce qu'ils savent qu'il travaille ici. Flatté, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il se promet d'ouvrir dans quelques années une pizzeria de haut standing. En attendant consécration ultime au pays où le football est une religion, Giorgio Nazir a été choisi pour exercer son art auprès des 2 clubs phares de la ville, le Milan AC et l'Inter, rien que ça. Retour en 2005 pour notre reportage mémoire de cette semaine. Cette année-là, les cigarières de Séville luttaient contre la fermeture de leur usine de tabac créée au XVIIIe siècle. Elle fermera finalement ses portes en 2007. Les cigarières de Séville.
Les ouvrières de la célèbre fabrique de tabac ont martelé pendant 2 ans qu'elles ne laisseraient pas fermer leur usine en janvier 2005, comme le prévoyait le plan de restructuration du groupe franco-espagnol Altadis. Toute la ville s'est mobilisée derrière elles, multipliant les manifestations, les concerts de soutien, les coups d'éclat. Aux héritières de Carmen, rien ne paraissait impossible. La fabrique de tabac ne fermera pas. Ça, c'était il y a plus d'1 an. Traumatisée par ces mois de lutte sociale dans et hors les murs de l'entreprise, la direction est sur le qui-vive. La rencontre est surveillée. Il nous est interdit de filmer les ateliers. Théoriquement, la paix sociale a été signée à Séville le 3 décembre 2004 entre syndicats et direction. Mais qu'ont-elles gagné dans ce conflit à part du temps? L'accord stipule que la fabrique de Séville ne fermera qu'en 2007. Victoire ou consolation? Nous sommes un personnel de femmes d'âge moyen 47, 48 ans qui ne peut pas être déplacé à Alicante. On pourra difficilement se recaser sans formation parce que nous sommes toutes entrées ici à 18 ans et ce que nous avons fait, c'est nous professionnaliser. Nous avons très bien fait notre travail comme machinistes, cigarières, mais on n'aurait pas pu retrouver du travail si on nous mettait à la rue. Donc notre lutte est fondamentale dans la défense de l'emploi et aussi par l'histoire et la tradition cigarière. Par le passé, les ouvrières de la manufacture de tabac ont été à l'avant-garde des luttes sociales en Europe. Elles se sont soulevées contre des conditions de travail insupportables en période de crise et ont obtenu de hautes luttes de meilleurs salaires. C'est parmi elles que Mérimée a trouvé le modèle de Carmen. Un modèle transformé par l'œuvre romantique de Bizet en un mythe universel, aujourd'hui encore indissociable de l'image de Séville. La fabrique royale est devenue l'université. Au XIXe siècle, Séville est la capitale mondiale de la fabrication de cigarettes. Pour répondre aux besoins désormais industriels de la production, il faut une main-d'œuvre moins chère et plus nombreuse. Les femmes remplacent douloureusement les hommes. Elles sont 6500 dans l'usine. Le tabac en poudre s'est propagé dans toutes les couches de la société européenne. Il était prestigieux, demandé par tous les gens importants. Les rois, les ambassadeurs, il était envoyé au pape. Quant à Séville, on a commencé à fabriquer et consommer les cigares. On est arrivé au moment de la crise du XIXe siècle. Et les cigarettes se sont propagées grâce à la guerre d'indépendance, parce que les troupes fumaient. Et après, comme conséquence à cette transition vers le tabac que l'on appelle tabac avec la fumée, c'est-à-dire le cigare et la cigarette, c'est là qu'entre en scène la femme. Et la femme à Séville joue un rôle particulièrement dramatique parce qu'elle a dû lutter durant de nombreuses années contre les hommes qui traditionnellement avaient élaboré les cigares. En référence à la femme, voici le livre que nous gardons ici. On l'a restauré récemment. C'est peut-être le plus important parce qu'il contient les filiations des premières opératrices qui sont entrés dans la fabrique entre 1812 et 1813. Voici le nom de chaque opératrice, sa situation, où elle habite, son aspect physique, son activité, si elle reste longtemps dans l'usine ou non. Et si on tourne les pages, on pourrait trouver dans n'importe laquelle le nom de Carmen, répété plusieurs fois. Parce que c'était un nom assez habituel à l'époque. Au XXIe siècle, dopés par leur histoire et le mythe romantique de Carmen, la combativité des cigarières ne s'est pas démentie. Pourtant, elles ont signé un accord qui retarde la fermeture de l'usine en 2007, indemnise le départ anticipé des plus de 50 ans et prévoit la création d'un centre de distribution de tabac à côté de Séville qui emploiera une trentaine de personnes. La raison fondamentale qui amène à cette situation dans l'usine de Séville, c'est la baisse très importante de consommation de tabac brun. Séville est une usine où en ce moment nous fabriquons exclusivement des cigarettes brunes. Et l'évolution de la consommation de cigarettes brunes est vraiment à la baisse, mais d'une façon très importante.
La réponse et la solidarité de la population ont été très fortes. Et nous savons que sans cette solidarité, le personnel seul n'aurait pas pu réussir. Si ce centre logistique est créé, indiscutablement les postes de travail, pas les nôtres, mais ceux des générations futures seront là dans ce centre qu'ils vont créer et qu'ils doivent créer avant 2007. Une semi-victoire malgré tout, ou un demi-échec, qui met un terme à 4 siècles d'histoire de la fabrication du tabac à Séville. Méditerranéo revient bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée. Merci de votre fidélité.